Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Hier ringard, aujourd'hui à la mode. Je parle évidemment de l'industrie. Depuis les crises récentes financières, géopolitiques, sanitaires, de l'extrême droite à la gauche, tout le monde s'accorde pour réindustrialiser la France. Mais pour quel projet de société ? Eh bien, sur ce point, politiques, industriels et économistes sont moins bavards. Mon invité, au contraire, a des choses à dire. Anaïs Vosgilis est docteur en géographie, spécialiste des questions industrielles et directrice stratégie et RSE dans un groupe chimique. Elle vient de publier aux Presses de la Cité un ouvrage intitulé « Pour une révolution industrielle ». Bonjour Anaïs Vosgilis. Bonjour. Allez, on va essayer de comprendre d'abord le cadre. Est-ce que ça fonctionne toujours l'industrie en France ? Quel pourcentage dans le PIB de la France ? Alors l'industrie, en fait, il y a plusieurs choses quand on dit industrie, mais l'industrie manufacturière, c'est-à-dire la transformation de matières dans le but d'avoir des produits semi-finis ou finis, elle représente environ 10% de points de PIB. Au début des années 90, on était plutôt aux alentours de 17%. Par contre, les gens qui nous écoutent peuvent voir plein de chiffres différents circuler. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui vaut dans tous les pays. On va pouvoir avoir un chiffre en France qui est de 10% pour l'industrie manufacturière, mais on peut avoir 17% qui est un périmètre plus large de l'industrie, dont on va considérer des sujets liés à la production d'énergie, au traitement de l'eau et d'autres activités. Et de la même manière, en fonction des bases de données qu'on va regarder, si on prend les données de l'OCDE, les données de la Banque mondiale ou encore les données d'Eurostat, on peut avoir des chiffres un peu différents parce que les périmètres peuvent évoluer. Donc on a du mal parfois quand on voit des chiffres, on se dit « Ah, la France est désindustrialisée, mais on voit un 17%, et puis après on va entendre un 9,5% qui est le chiffre de la Banque mondiale. Donc c'est très difficile finalement pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet d'avoir. Est-ce qu'on peut parler au moins d'un décrochage ? Alors, très clairement, je vous disais 10% de poids, pour le poids de l'industrie manufacturière dans le PIB. La moyenne de l'Union européenne, c'est 15%. L'Allemagne est à 17%, l'Italie est elle aussi à 15%. Donc il y a un décrochage de la France qui est d'autant plus vrai que même si tous les pays européens ont eu tendance à se désindustrialiser, même s'il y a quelques exceptions, notamment à l'est de l'Europe, avec des pays comme la République tchèque qui ont profité de l'élargissement de l'Union européenne pour récupérer certaines activités, notamment dans l'automobile. Ouais. Voilà. Donc plutôt des activités d'assemblage et rarement des chaînes de valeur complètes. Globalement, ce qu'on voit, c'est que le poids de l'industrie en France est contracté plus fortement ailleurs. Et on peut regarder d'autres périmètres que la question du poids de l'industrie manufacturière dans le PIB. On va regarder l'emploi. On a une destruction massive d'emplois industriels, alors qu'ils ne sont pas liés qu'à la désindustrialisation, mais la désindustrialisation et les délocalisations un point important. On peut regarder l'état de la balance commerciale française qui est largement déficitaire. On peut regarder la productivité. On peut regarder le taux d'occupation des sites industriels et ce dont on se rend compte, c'est que globalement, il y a beaucoup de facteurs où soit on est en situation de stagnation ces 2-3 dernières années, soit on est encore en situation de déclin industriel. On se réveille à partir des récentes crises, Ukraine, Covid, etc. On dit que, quand je dis on, c'est les dirigeants économiques et politiques, il faut réindustrialiser, il faut relocaliser. Ça, vous l'entendez très clairement. En fait, depuis mars 2020 et la crise sanitaire, avec des images, je pense, qui ont été assez dures pour l'ego finalement français. On se souvient des batailles sur les tarmacs d'aéroports pour avoir des masques. On se souvient des médecins avec des surblouses en sac poubelle parce qu'on n'en avait plus. Des problèmes d'approvisionnement en principe actif, des sujets d'approvisionnement sur les respirateurs. Donc en tout cas, tous les biens clés pour gérer cette pandémie. Et là, on a pris de plein fouet notre situation de dépendance à un certain nombre de pays, notamment à la Chine, en matière industrielle. Donc à partir de là, tout le monde s'est mis à parler de réindustrialisation. En France, c'est un mot qui est devenu consensuel. Il n'y a pas un seul parti politique qui ne parle pas d'industrie et de réindustrialisation. En Europe aussi, je pense, non ? En Europe aussi. Alors, en Europe, ça a peut-être moins de sens de parler de réindustrialisation, même si, par exemple, l'Allemagne voit le poids de son industrie diminuer depuis 2016, mais on est plutôt sur le maintien d'une base industrielle, voire le renforcement de la base industrielle, mais pas qu'en Europe. Les États-Unis de Joe Biden, avec la loi de réduction de l'inflation, ont aussi voulu renforcer leur base industrielle. La Corée a envie de maintenir sa base industrielle, le Japon aussi, et même la Chine, qui est dans une situation économique aujourd'hui particulière, souhaite conserver, voire développer encore plus son industrie. Et donc, quand on parle de réindustrialisation en France, on doit se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire en Europe ? L'Europe,
Si la France a une balance commerciale déficitaire, la balance commerciale européenne est excédentaire. Donc la question de la production européenne, elle ne va pas se poser dans les mêmes termes en France, en Allemagne, en Italie ou en République tchèque. Et de la même manière, on sait que la Chine a des excédents de production dans des biens clés de la transition écologique ou dans des industries clés pour notre souveraineté, que ce soit les panneaux solaires, l'acier, même les batteries pour véhicules électriques. Donc va se poser la question de, si je veux réindustrialiser en France, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux partenaires européens et qu'est-ce que ça veut dire dans un monde qui est en train de se reconfigurer. Et donc ça, on l'oublie souvent un peu dans le débat public, alors que ça devient un sujet géopolitique. Il y a un trait d'union qui est rapidement fait entre réindustrialisation et relocalisation. Oui, souvent on se dit, quand on réindustrialise, c'est relocaliser, alors qu'on peut se dire qu'il y a différentes dynamiques dans la réindustrialisation. Je pense que la première dynamique, c'est le maintien et le développement du tissu productif existant. Si on arrive à attirer des capitaux étrangers pour implanter des nouvelles usines, mais que le tissu industriel existant continue à se décrépir et déliter, on n'arrivera pas. Enfin, on sera sur un jeu à somme nulle. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui va être relocalisation d'activités stratégiques ou non. Certaines entreprises peuvent faire le choix de relocaliser pour des questions de maîtrise des chaînes de valeur et de délai d'approvisionnement, pour des questions de coût complet d'acquisition, puisque quand plus vous achetez loin, plus vos stocks sont importants et c'est un impact sur le bilan des entreprises, pour des raisons de sécurisation de leurs approvisionnements, etc. Et le dernier enjeu, finalement, dans la réindustrialisation, c'est tout ce qui va être le développement de nouvelles activités, soit des start-up qui se développent en France et qui ouvrent leur premier site industriel en France, qui sous-entendent d'avoir des capacités de financement et des acteurs qui croient dans le développement de nouvelles activités. Et on voit bien que les start-up industrielles, puisqu'elles amènent parfois des nouveaux modèles, c'est difficile d'aller trouver des financeurs sur le territoire français ou européen, et elles peuvent être tentées d'aller regarder vers les États-Unis, et auquel cas on peut perdre cette opportunité pour la France. Et puis après, il y a tout ce qui est capitaux étrangers, dont on a beaucoup parlé en France avec Choose France, promu par le président Emmanuel Macron, mais qui ne peuvent être qu'une face de cette réindustrialisation qui doit être éminemment plus complexe. Et juste pour dire une dernière chose, c'est bien considérer les chaînes de valeur. Si on n'a que des usines tournevis en France, c'est-à-dire des sites d'assemblage, on ne résoudra pas le problème de la souveraineté. On va peut-être créer des emplois industriels, on va assurément créer de la valeur sur le territoire, mais de manière incomplète. Et en tout cas, d'un point de vue souveraineté et maîtrise des chaînes de valeur, c'est totalement insatisfaisant. C'est là que dans votre livre, vous pointez le fait qu'il n'y a pas de réflexion globale, donc de réflexion de projet de société par rapport à la question de la réindustrialisation. Oui, en fait, c'est tout un enjeu. Pour moi, on doit se demander pourquoi on veut une industrie. Au nom de quoi ? Puisque selon les orientations de société qu'on va prendre, notamment dans déjà au nom de l'emploi, c'est important. Oui, mais c'est quelque chose qu'on pourrait débattre. À mon avis, il y a deux choses à considérer. Un contexte géopolitique qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, donc qui appelle plutôt à vouloir renforcer la souveraineté, la maîtrise des chaînes de valeur en France ou sur le territoire européen. Deux, un contexte climatique. Le réchauffement climatique devient aujourd'hui une réalité, et on sait très bien que les activités industrielles vont soit devoir s'adapter, soit pour certaines disparaître parce qu'elles ne sont pas compatibles avec nos objectifs environnementaux, soit se renforcer puisqu'elles nous permettent d'atteindre certains objectifs environnementaux. Sauf qu'on détricote tout cela, vous le savez. Alors, on détricote tout cela. Je pense qu'il y a une nuance à mettre là-dedans. Je crois qu'en France, on reste attaché aux objectifs de décarbonation, on les maintient à l'échelle européenne. Et au nom de la simplification, on est en train de justement... mais peut-être parce que la simplification, on ne la pose pas au bon niveau. Premièrement, je pense qu'il y a une norme quelque chose sur lequel tout le monde pourrait s'entendre. C'est une bonne norme, c'est une norme qu'on applique aussi aux autres. C'est d'aller beaucoup plus loin dans la réciprocité. Oui, mais ça, c'est un vieux débat, on n'y arrive pas. La réciprocité, on n'y arrive pas parce qu'on veut pas le faire. Et c'est aussi ça qui a participé à la désindustrialisation. On ne peut pas exiger d'avoir des standards très élevés en Europe et laisser rentrer des produits qui peuvent faire du dumping environnemental et social. Ça, c'est du protectionnisme. Alors, on peut dire que c'est du protectionnisme. Je pense juste qu'à un moment, on a un objectif qui est qu'à la fin du siècle, on puisse avoir accès à de l'air pur, à de l'eau en quantité suffisante pour tout le monde, à une alimentation de qualité, et que si on veut concourir à ces objectifs, on est obligé à un moment d'avoir une transition qui se fait à l'échelle mondiale. Si la France se décarbone et que le reste du monde ne se décarbone pas, on va devoir faire les mêmes sujets d'adaptation. Donc on doit pousser avec notre diplomatie européenne et les diplomaties des États membres vers ces enjeux environnementaux. Alors la simplification,
il faut faire aussi l'effort dans le débat public de se dire qu'est-ce qu'on met derrière la simplification. Parce que quand on fait de la simplification, en fait, c'est regarder texte par texte, qu'est-ce qu'on doit garder parce que ça concourt à nos objectifs qu'on décide supérieurs, donc des objectifs de souveraineté, des objectifs climatiques, et qu'est-ce qu'on peut laisser de côté parce que finalement, ça alourdit le système sans permettre d'atteindre des buts. Et après, il y a une dernière question qu'on doit se poser, si on veut une industrie, c'est peut-être un enjeu de priorisation ou de mettre les bons moyens en bon endroit. Parce que les objectifs, c'est il faut décarboner, il faut réduire la consommation d'eau, il faut préserver la biodiversité. Et pour une activité industrielle, ça sont des investissements qui sont relativement massifs. Il faut également polluer chez nous pour éviter que la pollution soit ailleurs et qu'on ait nos téléphones, notre smartphone, alors qu'on n'a pas contribué à la fabrication. Je pense que c'est un débat qu'il faut aussi bien positionner. Déjà, produire sur le territoire français, en général, au regard de nos normes sociales et environnementales, ça permet d'avoir un meilleur bilan pour les mêmes productions qu'à l'autre bout du monde, vous n'avez pas les mêmes encadrements. Et la deuxième chose, c'est oui, si on veut continuer à consommer, eh bien, il faut accepter des externalités négatives sur le territoire. Et si on ne veut pas de ces externalités négatives sur le territoire, dans ce cas-là, eh bien, il faut accepter et avoir le courage de dire que ces produits ne sont plus bienvenus sur le territoire, car non compatibles avec nos objectifs. Merci beaucoup Anaïs Voïgidis pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.